Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, au moment où l'inflation gagne du terrain, on va parler des sociétés coopératives et participatives. C'est un modèle solidaire et résilient. On en parle avec Jacques Landriot, président de la Confédération Générale des SCOP. C'est la tour de contrôle, la fédération qui travaille justement sur ces SCOP. Le Rex du mois, tiens, les cadeaux en entreprise, ça c'est un peu le sujet évidemment de saison. Avec les délégués du personnel qui viennent apporter ces cadeaux, repas. On en parle à la pause café, ce sera avec Caroline juste après. Puis le cercle RH, on parle des soft skills. Alors ça, vous connaissez, on en parle beaucoup, mais on va parler des math skills aussi. Qu'est-ce que c'est exactement qui sont finalement des nouvelles compétences très recherchées par les recruteurs. On en parlera avec nos invités dans le cercle RH. Et puis fenêtre sur l'emploi, gérer l'absentéisme et les remplacements. Ça, c'est l'enjeu. On en parlera avec Quentin Guilhuy, les cofondateurs d'Anjaro. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle des sociétés coopératives. Alors on en parle dans un contexte particulier parce que c'est vrai que participation, intéressement, le gouvernement aiguillonne régulièrement les entreprises à faire un effort pour augmenter les salaires. Évidemment, les sociétés coopératives, c'est différent parce que tout le monde est actionnaire de l'entreprise. Et on va en parler de ce modèle qui est résilient avec Jacques Landriot. Bonjour Jacques. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le président de la Confédération Générale des SCOP, donc des sociétés coopératives ouvrières. Il y a le mot ouvrier. Oui, à l'époque. Non, mais c'est important de rappeler que... Coopérative et participative aujourd'hui. Et participative. Mais les SCOP, il y avait le mot ouvrier. Oui, c'est vrai. C'est intéressant parce qu'avant que vous preniez les rênes de cette fédération, et vous représentez les SCOP en France, vous avez vous-même vécu 44 ans, une vie professionnelle dans les SCOP. C'est quoi la différence avec une entreprise traditionnelle ? Écoutez, il y a une différence qui est fondamentale, enfin il y en a deux. C'est la gouvernance démocratique, puisque à l'Assemblée Générale, une personne, une voix, donc c'est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire tous les salariés sont associés à l'entreprise, c'est leur boîte, donc c'est quand même important pour eux. Et puis le deuxième, c'est le partage des résultats. Et ça, c'est quand même assez rare. Alors aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais cependant, c'est quand même assez rare aujourd'hui. Pour se le dire simplement, et on va parler des enjeux des SCOP, et puis l'idée qu'elles puissent aussi attirer la génération Z et de nouveaux salariés, on est tous assis autour de la table, parce que je sais que vous avez démarré avec 4, vous étiez au sein du groupe Up, qui est une toute petite boîte. Aujourd'hui, il y a 3500 salariés, ils sont presque dans le monde entier. Ah oui, dans le monde. Comment on fait ? Alors, quand on est 4, ça se comprend, on se met autour de la table et on discute. Mais quand on est 3500, il y a des représentants par filiale. Comment ça marche ? Oui, alors ça marche un petit peu différemment, évidemment, quand vous êtes 35 ou 4 personnes. Et la moyenne de nos SCOP, quand même, en France, c'est 23 salariés. Donc, vous voyez, c'est petit quand même. Mais on a quelques très grosses scopes, comme bien sûr le groupe Up. Au fil des années, on change un peu les choses, on évolue, on essaye de quand même faire participer l'ensemble, parce qu'on avait beaucoup de filiales à l'étranger, donc c'est pas simple. Oui. Et on essaye de créer, vous savez, une charte, ce qu'on a appelé une charte coopérative. Et de manière à faire comprendre quand même, peut-être à des Brésiliens ou des Mexicains, que quand même, ils sont dans un groupe coopératif. Donc on ajoutait des congés, on mettait des représentants du personnel qui n'existaient pas. En Roumanie, par exemple, vous n'avez pas de représentants du personnel, des choses comme ça, qui leur fait comprendre quand même que les choses sont un petit peu différentes, même s'ils ne sont pas en SCOP. Jacques, quand même, ça représente quoi les SCOP en France, je dirais dans le volume global ? Alors, on parlait hier des créations d'entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent, un peu plus d'1 million se sont créées en 2022. Ça représente quoi les SCOP dans le volume global ? Écoutez, aujourd'hui, ça représente 4200 sociétés coopératives, et alors SCOP et SIC, parce qu'il y a les SIC aussi, ça représente 81 000 emplois, et à peu près 7,7 milliards. Et notre objectif, c'est dans les 4 ans à venir, de faire 100 000 emplois, et de faire 10 milliards de chiffre d'affaires et 5 000 SCOP. Ce qui veut dire qu'on a une augmentation, depuis 5 ans d'ailleurs, on a une augmentation à peu près de 35%. Ça veut dire qu'en emploi, c'est énorme. Mais on voit le caractère résilient parce que tout le monde évidemment participe quand il travaille, il sait qu'il travaille aussi parce qu'il aura les fruits de son travail, il en sera récompensé, ça c'est la clé. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on ne développe pas plus rapidement les SCOP ? C'est quoi ? C'est les avocats qui, lorsqu'on crée une société, ne vous accompagnent pas sur la SCOP ? Pourquoi c'est pas aussi développé que cela ? Oui, c'est un peu moins bien connu, c'est vrai. On ne l'apprend pas dans l'école de commerce. Apprendre les statuts d'une SCOP, c'est pas tellement courant. Mais cependant, ça commence à se développer. Et puis, aujourd'hui, vous avez quand même les salariés qui veulent autre chose que d'être un numéro dans une entreprise. Ils veulent participer, ils veulent de la transparence, ils veulent connaître la stratégie de l'entreprise.
Donc aujourd'hui, ça change. Et c'est pour ça qu'on a cette montée en puissance de notre mouvement. Les salariés, pénurie d'emploi, vous évoquez la part que représentent les SCOP dans le modèle français des entreprises. Attractives ou pas les SCOP? Est-ce que vous avez, une marque employeur qui vous permet de prendre un peu d'avance? Oui, je crois aujourd'hui, oui, c'est vrai. On l'a fait, ça y est, c'est fait. Et par exemple, on a énormément de demandes dans nos SCOP de personnes qui veulent un recrutement, vous voyez, venir, participer, etc. Donc, alors je ne dis pas qu'il y a quand même dans certains endroits une certaine pénurie, on est bien d'accord, ça là-dessus, on l'a aussi. Oui, mais vous n'y échappez pas, ouais. On n'y échappe pas, mais quand même, il y a une volonté de dire, je préfère même un salaire peut-être pas tout à fait le même qu'il aurait souhaité, mais peut-être venir dans une entreprise qui fait les choses différemment. Vous me dites quoi? C'est que le niveau de salaire est un peu plus bas dans les SCOP, mais par contre, on s'y retrouve aussi par le partage des dividendes. Alors oui, peut-être dans certains endroits, mais encore, c'est pas vrai, parce qu'il faut payer. Vous avez quelqu'un, il a une connaissance à l'informatique, il faut bien le payer. Il faut le payer au tarif. Voilà, au tarif. Mais cependant, il a quand même ce partage des résultats, c'est-à-dire qu'à la fin, on ouvre le tiroir, on voit qu'il y a de l'argent, on le partage à l'ensemble du personnel. Au centime près. Mais il y a quand même des choix stratégiques. Il y a un conseil d'administration qui fait qu'on va dire on va investir plus que de distribuer. Ouais. Et ça, c'est statué par les salariés qui sont les représentants. On est d'accord, Mais c'est une élection interne? Comment ça se passe? Absolument. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée générale, les salariés élisent le conseil d'administration. Alors, il y a des gens qui se présentent. Tout le monde peut se présenter. Du cadre le plus haut à la personne, je sais pas moi, à la production, etc. Tout le monde peut être élu administrateur, puis après le conseil d'administration élit le président. Donc c'est extrêmement démocratique. Il n'y a pas mieux. Par contre, c'est vrai que pour le président, c'est difficile. Vous êtes élu tous les 4 ans. Vous êtes remis en cause tous les 4 ans. C'est pas si simple, parce qu'il faut prendre des fois des décisions importantes en termes stratégiques ou en termes, des fois, excusez-moi l'expression, mais de temps en temps, il faut bien vous séparer de certaines personnes, il faut les prendre, les décisions. Non, parce que c'est ça le caractère un peu hybridé de cette entreprise, c'est qu'à la fois elle est ultra démocratique, très étale, puis en même temps il y a un patron, et qui parfois prend des décisions que prennent des patrons traditionnels. Et donc il sait qu'il prend un risque, parce que 3 ans après, c'est un peu comme un homme politique, on peut le destituer, quoi. La différence, c'est que lui, il l'explique. La décision. Vous voyez, c'est ça qui est différent. Il en parle à son conseil d'administration, il en parle au son comité de direction, il travaille avec un collectif. Et tout ça, c'est mieux compris par l'ensemble des salariés. Jacques Landriot, avant de nous quitter, on entend le fait que vous soyez présent pour promouvoir l'image des SCOP. Vous lancez une campagne de promotion, vous allez sur TikTok. Qu'est-ce que vous faites pour accélérer et atteindre ces fameux 10 milliards dont vous parliez tout à l'heure? Écoutez, l'année dernière, même cette année, on a fait notre congrès national. Vous savez, il y a eu 1600 participants, ce qui est absolument fou. Et on a lancé une campagne de communication. On va continuer cette année, réseaux sociaux, plus certainement radio et autres, de manière à faire mieux connaître nos mouvements, parce que je crois qu'aujourd'hui, vous savez, les gens, les critères financiers et de performance, ils en ont assez. Là, c'est la RSE qui domine. Ils veulent vraiment mieux connaître les aspects humains, des critères d'aspect humain, de l'environnement. Ça, c'est plus vrai dans une SCOP que dans une entreprise traditionnelle. Personnellement, je le crois. Les critères RSE, c'est-à-dire le fait qu'on soit bien dans son entreprise. D'ailleurs, vous avez testé, parmi les 1600 personnes qui étaient les représentants d'entreprise, est-ce qu'on vit mieux dans une SCOP que dans les autres entreprises où on nous parle de stress, de tension au travail? Oui, je crois. Et puis, vous savez, je vais vous donner un chiffre, c'est le taux de pérennité, pour vous montrer quand même que finalement... Oui. Les gens sont bien, c'est le taux de pérennité des boîtes. À 5 ans, on est à 73% de taux de pérennité. Les entreprises normales sont à 61%. Donc ça veut dire qu'elles tiennent. Elles tiennent. Et si elles tiennent, pourquoi? Parce qu'il y a une implication énorme de l'ensemble des salariés. C'est ça qui fait la différence. C'est évident. Les hausses énergétiques, là, vous êtes impacté aussi. Comment oui, on est impacté un peu dans l'industrie, évidemment. Ouais. Il y a pas mal de scopes dans l'industrie. Oui, il y en a beaucoup. C'est très fort. Très fort. Bâtiment, industrie, et puis montant les services, bien sûr. Mais quand même, l'industrie est un peu touchée. Donc, on va voir comment on fait. On demande un petit peu au gouvernement d'aider un peu plus les PME, parce que 15% de l'énergie, puis c'est pas que des grosses boîtes, vous le disiez. Et oui, c'est important. Merci Jacques Landriot d'être venu nous rendre visite pour nous parler des SCOP, ce modèle résilient, solidaire aussi, et où on partage la richesse, parce que c'est un enjeu évidemment qui est au cœur de l'actualité. Président de la Confédération Générale des SCOP, merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, on fait la pause café, ça se passe aussi dans les SCOP. Les cadeaux de Noël, les repas de Noël, les petits cadeaux, tout ce qui contribue à rendre aussi agréable la vie des salariés un mois de décembre. On en parle avec Caroline Ricross. Le Rex du mois vous est présenté par Emeria, leader européen des services immobiliers résidentiels.
C'est le Rex du mois avec Caroline Ricross. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Évidemment, les fêtes de Noël, il y a quelques marronniers comme cela. Et le mois de décembre, évidemment, les cadeaux, les fêtes au bureau. Est-ce qu'il faut-il ou pas d'ailleurs organiser les fameux repas, les cadeaux, ou alors ne rien faire? Bah oui, célébrer les fêtes de fin d'année au bureau, c'est un peu devenu courant quand même dans pas mal d'entreprises françaises. Et quoi qu'on fasse, moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Alors c'est un avis personnel, mais j'ai quand même quelques chiffres à vous donner. J'ai rien apporté là. Oui, j'ai vu que j'avais pas de cadeau. Je suis confus. Mais c'est bon, on se voit encore la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'essaierai de me rattraper. Alors c'est peut-être même un avantage d'ailleurs, c'est encore plus important peut-être cette année, au vu du contexte, puisque on le sait, on l'entend dans toutes les radios, dans toutes les télévisions et même ici, l'inflation diminue le pouvoir d'achat des Français. Et oui. D'ailleurs, de nombreux Français se voient forcés de revoir à la baisse leur budget pour Noël cette année. D'après un sondage de l'Institut Harris Interactive, 8 Français sur 10 déclarent qu'ils vont réduire leurs dépenses cette année pour les fêtes. Il y a même 18% des Français qui déclarent qu'ils n'offriront pas de cadeaux cette année, contre 10% en 2021. Offrir un cadeau donc à vos collaborateurs semble quand même une bonne idée pour remonter un peu le moral des troupes. Et puis célébrer les fêtes de fin d'année, ça permet aussi de traduire votre reconnaissance envers vos collaborateurs, de montrer que vous êtes content du travail accompli pendant toute l'année. Enfin, organiser les fêtes de fin d'année entreprise, ça permet aussi de souder vos équipes, de passer des moments de détente après l'année écoulée. Et là aussi, il y a un sondage de Deskeo. Deskeo, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les bureaux flexibles, qui montre que 39% des salariés ont l'impression que les équipes sont un peu plus soudées, justement, pendant les fêtes. Il y a même 14% qui trouvent qu'on est beaucoup plus soudés pendant cette période de fêtes de fin d'année. Célébrer les fêtes participe donc à mettre en place une bonne ambiance. Un bon petit verre de mousseux et un boudoir, c'est vrai que ça remet tout de suite une bonne ambiance. Comment peut-on célébrer les fêtes de fin d'année en entreprise, très concrètement? Peut-être d'abord, pourquoi pas décorer légèrement l'entreprise. Toujours d'après ce sondage d'Eskeo, plus de 8 salariés sur 10 déclarent d'ailleurs que leur entreprise joue le jeu, décore, met en place quelques guirlandes. Alors sapin, pas sapin, ça c'est toujours la question en ce moment. Grand débat. L'environnement qui est un peu compliqué. À vous de voir. Vous pouvez également organiser un repas ou encore même des activités. Plus de 8 entreprises sur 10 organisent ou ont en tout cas déjà organisé un repas spécial justement pour l'occasion. Alors certains vont même plus loin en organisant des activités du coup autour de Noël. Alors qu'est-ce qu'il y a comme activité? Le Secret Santa, vous savez, on offre un cadeau à chaque collaborateur et l'autre collaborateur offre aussi un cadeau à l'autre. Ou encore un concours de pulls moches de Noël. En fait, tout ça, c'est autant d'ambiance. Alors ça, c'est pas un pull moche de Noël. Pas du tout, je trouve très très beau ce pull. Attention. En tout cas, ça permet de mettre en place une bonne ambiance. Et d'après un sondage qui a été réalisé par bureauslocaux.com, dans près de la moitié des entreprises françaises, les salariés également s'offrent des cadeaux entre eux. Ça montre que c'est important. Vous nous dites donc qu'il faut, en tout cas pour l'ambiance de l'entreprise, offrir des cadeaux aux salariés. Oui, alors toujours pareil, si votre entreprise peut se le permettre, évidemment, d'autant plus si au vu du contexte, peut-être que vous n'allez pas pouvoir mettre en place des primes de fin d'année. Alors ça fait toujours plaisir quand même, un cadeau. Ce qui fonctionne très bien en entreprise, c'est les chèques cadeaux et les cartes cadeaux qui restent forcément une valeur sûre. Ça permet de montrer votre reconnaissance. Et puis un avantage, ces chèques cadeaux, cartes cadeaux sont exonérés de charges sociales et patronales. Et puis chaque année, quand même, il y a près de 8 millions de salariés et d'agents publics qui bénéficient justement de ces titres cadeaux. Donc on voit que c'est une tendance. Autre idée, des goodies, pourquoi pas. 71% des salariés en ont reçu ces 12 derniers mois. Alors vous avez bossé, Caroline, parce que là, pour terminer cette chronique, vous nous avez fait un petit florilège des beaux cadeaux. Alors je ne sais pas si parmi les beaux cadeaux, il y a des pulls moches ou des choses iconoclastes. Je crois que vous nous réservez quelques surprises. Alors j'ai un peu réfléchi. Oui, en effet, en Saône-et-Loire, il y a un patron quand même qui vient d'offrir à une de ses employés une maison. En fait, c'était son rêve. Il a mis en place une loterie avec l'ensemble de ses salariés et le gagnant ou la gagnante de cette loterie, il allait accomplir le rêve de cette personne. Et donc elle avait marqué sur un petit bout de papier qu'elle voulait une maison, qu'elle rêvait d'être propriétaire. Donc c'est chose faite grâce à son patron. Et puis il y a un autre exemple aux Pays-Bas. Il y a un employeur qui s'est engagé à rembourser cette année les courses du mois de décembre à l'ensemble de ses salariés. Alors il n'a pas exigé de montant. Par contre, évidemment, il n'y a pas les cadeaux, c'est juste les courses, donc tout ce qui est épicerie, boucherie, boulangerie. Pas de lave-vaisselle, pas de réfrigérateur, pas de choses comme ça. Je ne crois pas, mais en tout cas, pas de montant. C'est génial. Voilà.
quelques idées. Je viens de vous donner quelques idées. Bah effectivement, la maison, je pense que cette collaboratrice travaillait bien dans l'entreprise. Enfin, en tout cas, il ne voulait pas la perdre. Gagner la loterie, en tout cas. C'est effectivement un très joli cadeau. Bah écoutez, je vais faire un effort la semaine prochaine. J'essaierai de venir avec un petit présent, comme on dit en français et anglais. Merci Caroline de nous avoir éclairé. Puis il y a les chèques cadeaux, c'est traditionnel, effectivement. Et ça cartonne. Merci de nous avoir rendu visite. Je vous dis à la semaine prochaine pour la pause café. Pour la pause café. Bien sûr, on fera une petite pause café. Ou alors je mets un pull très très moche. Oui, pourquoi pas. J'essaie de mettre un pull très moche. Merci Caroline. On fait une courte pause. On s'intéresse aux soft skills, aux math skills. On en parle dans le cercle RH. Alors c'est des mots un peu barbares peut-être, mais vous les connaissez. Ce sont les compétences des collaborateurs. C'est ce qu'on cherche aujourd'hui dans le recrutement. On ne cherche pas à recruter un métier, mais plutôt des compétences, une attitude, un parcours de vie aussi. Et on en parle dans le cercle RH. C'est notre débat. Et j'accueille mes invités juste après le jingle. Le cercle RH et nos invités pour parler des soft skills, des math skills. Alors, ce n'est pas des gros mots, ce sont des mots anglais. On va essayer de donner une définition précise à tout cela. Alors, les soft skills, on en parle beaucoup. C'est plus un métier, mais des compétences. Et le recrutement, d'ailleurs, se creuse la tête pour se dire mais comment je fais pour recruter des compétences et pas uniquement un diplôme. C'est ça l'enjeu. Les math skills, c'est aussi le parcours d'une vie. C'est ce qu'on a fait dans sa vie qui permet de nourrir aussi le recrutement. Et j'allais dire, c'est plus qu'une mode. C'est vraiment dans la transformation du recrutement. Et on en parle avec des acteurs, des spécialistes de ce sujet. Ogene Moginson, vous voyez, ça vous fait toujours sourire. Moginson, je suis ravi de vous accueillir, vous êtes déjà venu sur notre plateau. C'est pour vous faire sourire en fait que j'ai fait ça. Ancien athlète de haut niveau en taekwondo, on va vous voir d'ailleurs en photo, le bras levé parce que vous aviez gagné ce championnat du monde. Coupe du Monde. J'avais gagné l'accès à la demi-finale de Coupe du Monde. On vous voit là, face à une athlète... J'avais vraiment donné toute mon énergie pour... Vous avez l'air à la fois très surprise dans votre regard et très étonnée de cette victoire. Parce qu'en fait, ça se passait en Allemagne, les quarts de finale, et c'est très dur de passer une athlète locale. Et à l'époque, il n'y avait pas les tableaux, donc on ne connaissait pas le score. Là, vous êtes encore un peu dans l'étonnement. Surprise. Enfin, j'ai vu toute l'équipe de France se lever. Et là c'est une émotion énorme. Voilà, interne. C'est génial. Jérémy Lamery, merci d'être avec nous. CEO Tomorrow Theory, co-auteur. Alors, vous écrivez beaucoup par ailleurs, co-auteur le défi des soft skills, en plein cœur de notre sujet. Comment les développer au XXIe siècle chez Duno. Et puis, on ne l'a pas, mais je le signale, Métaverse et RH, qui est un petit peu le prolongement de tout ça. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Arnaud Camus, ravi de vous revoir. Vous êtes déjà venu nous parler d'Equicoaching et vous allez nous en reparler parce que c'est un levier essentiel de recrutement et de progression des collaborateurs au sein des entreprises. Vous êtes le fondateur. Alors vous avez écrit un livre chez Actes Sud, si ma mémoire est bonne, un très bon livre, et puis vous accompagnez des collaborateurs. D'abord, rapidement, parce que j'aimerais que vous me parliez vraiment de ce que vous faites. Soft skills, c'est quoi, Ogene ? C'est quoi votre définition ? Des compétences comportementales. En fait, les soft skills, j'ai appris ce que c'était en les pratiquant, en fait, puisque je les ai pratiqués au sein du service commercial dans lequel j'étais. Et donc, c'est apprendre à s'adapter à son interlocuteur, apprendre à négocier, apprendre à poser les bonnes questions et aller au fond des choses. Donc, j'ai pas de définition comme nos deux invités, parce qu'en fait, il y a autant de définitions que de personnes. Que de personnalités. Je ne me lance pas. Voilà. C'est ça. C'est pour ça que c'est une question piège. Arnaud, qu'est-ce que vous en pensez de cette définition des soft skills, vous qui faites se rencontrer dans des moments d'une très forte intensité des cadres, des équipes, avec des chevaux de toute beauté. Et on est face à cet animal. Là, on la voit, la soft skills, là. Oui, concrètement. Face à un cheval, on est soi-même. On est nu, quoi. On est en transparence, quoi. Donc le cheval a la capacité de vous décoder. Et le cheval perçoit vos soft skills. Il voit très bien votre attitude. Et nous, on a la faculté, avec mes formateurs, qui sont des champions olympiques, des psychologues, des RH et des managers, on a la faculté de pouvoir, en tant qu'éleveur de chevaux depuis 30 ans, de lire le cheval. En fait, le cheval, c'est notre médiateur. Et les soft skills qu'on arrive à révéler par cette lecture, c'est bien sûr c'est la communication, c'est la façon à laquelle vous allez gérer votre stress, c'est l'interaction que vous avez avec ces animaux qui vont vous sortir votre personnalité. Et nous, on fait prendre conscience aux gens de leurs soft skills.
D'accord, donc elles se révèlent, en tout cas, elles peuvent se révéler, même parfois le cadre où le collaborateur ne se rend pas tout à fait compte de qui il est, et c'est à ce moment-là qu'il dit « Ah oui, je suis peut-être trop autoritaire ». Il est validé par les équipes qui sont autour de lui. Oui, parce qu'il faut quand même préciser que souvent, le N+1, le manager, il y va, il y a toute son équipe qui le regarde. Enfin, je veux dire, là, c'est extrêmement troublant comme situation. Votre définition, Jérémy, des soft skills, vous qui en avez fait un livre? Oui, même quelques-uns. Quelques-uns. Mais sur le sujet, en fait, je résume aujourd'hui les soft skills aux compétences et capacités qui permettent de réfléchir et d'interagir de manière adaptée dans un contexte donné. Donc on retrouve bien ce qu'on disait là. Et ce qui est important pour moi, c'est qu'il n'y a pas de séparation particulière entre soft skills, hard skills et tout ça. Il faut comprendre qu'une compétence, quelle qu'elle soit, elle vise à pouvoir agir dans l'action. Donc pour produire un résultat donné. Et en fait, il y a des ingrédients là-dedans. Il va y avoir des émotions, il va y avoir de la réflexion, il va y avoir des connaissances, il va y avoir notre personnalité. Et en fait, la différence entre quelle que soit la compétence, hard skill, soft skill, c'est la quantité de chacun de ces ingrédients. C'est le dosage de tout ça, quoi. C'est le dosage de tout ça. Il faut se dire que toutes les compétences, quelles qu'elles soient, ce sont des recettes qui prennent les mêmes ingrédients, mais pas dans les mêmes proportions. Au gagné, c'est intéressant parce que je parlais des soft skills et des math skills. Et vous êtes à la tête d'une entreprise qui s'appelle Enego dans le recrutement. Mais quand on parle de ce sujet sur un plateau, on se dit, mais on vit une révolution incroyable. Sauf que quand on va dans la vraie vie, dans les cabinets de recrutement, en fait, on continue toujours, ou presque, à recruter avec un CV, avec un entretien, avec des choses qui sont finalement en 2D, alors que le soft skills, c'est de la 3D, en fait. Ouais. Comment on fait pour transformer le modèle, là? Parce que c'est bien beau d'en parler, mais comment on fait concrètement? C'est une histoire de changement de mentalité, donc c'est pour ça que ça prend du temps. Ce qui est important, c'est de pouvoir tester les gens en situation. C'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, tout le monde, quand vous avez plusieurs candidats, les hard skills sont faciles et se testent d'ailleurs. On teste le niveau technique ou on vous donne un cas pratique. Les soft skills sont et à tester en situation et à surveiller pendant le temps de la période d'essai. Et c'est vrai que les recruteurs se trouvent souvent entre les injonctions des entreprises qui ont des besoins, et on est très attaché au diplôme en France. Et puis tout de suite maintenant, quoi. Et voilà. Bah oui. Donc, et vous pouvez avoir des candidats qui sont très bons pour se vendre, mais qui sont peut-être un petit peu moins bons sur le terrain, et vice-versa. Un quart d'heure de feu d'artifice et 6 mois de galère, parce que globalement, la personne... Mais c'est vrai, parce que la personne ne remplit pas le cahier des charges qu'elle avait... Alors ça ne devrait pas prendre 6 mois, justement, puisque la période d'essai est là pour mettre directement en situation et d'observer, et chercher à observer si les soft skills sont présentes ou non. Mais il y a des personnes, excusez-moi, qui s'effondrent, je m'excuse, mais qui tout d'un coup, se révélant devant l'animal, prennent conscience des erreurs qu'elles ont commises. Alors là, on n'est pas dans du recrutement, on est dans l'évolution d'un collaborateur dans une équipe, et qui d'un coup se dit, mais voilà, quoi, tout s'effondre un peu, et elle se remet en question. Alors nous, on n'appelle pas ça des erreurs, c'est le bon geste ou le geste qui n'est pas adapté. Mais pour rebondir sur Jérémy, nous, c'est exactement le constat qu'on a fait entre les hard skills et les soft skills. Et c'est pour ça qu'avec l'école centrale supérieure, l'EXED, qu'on a créé une formation de 4 jours. Il y a 2 jours avec l'Académie Coaching, 2 jours avec Centrale, pour en sortir une certification qui va valider vos attitudes managériales dans le contexte professionnel. C'est très important de voir que les grandes écoles comme le Centrale Supélec se mettent à en faire une certification reconnue par l'État, parce que soit pour les masters et pour les entreprises, c'est un début d'une génération qui va certifier ses attitudes grâce à ces différents modules. Concrètement, je vous pose la question à vous, parce que vous l'observez depuis assez longtemps, ce phénomène. C'est un peu comme l'écologie. C'est-à-dire, on nous dit qu'il faut mettre de la chaux, il faut mettre des produits sains, de la paille pour isoler ou construire des maisons, et quand on va sur un chantier, on a encore des parpaings qui utilisent du ciment, de l'eau et du pétrole. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans ce même phénomène? On en parle beaucoup, mais dans la vraie vie, on n'a pas trouvé la méthodologie, ce qui pose une question sur la diversité, sur l'ouverture des recrutements, sur la manière dont on élargit. Ça ne marche pas si bien. Ça marche ou ça ne marche pas, franchement? Alors, à l'échelle, aujourd'hui, ça ne marche pas. Mais on est d'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait 50 ans que certaines entreprises utilisent ce qu'on appelle des assessment centers, des centres d'évaluation avec des psychologues et tout ça. Et en vrai, ce qu'on appelle les soft skills aujourd'hui, qui est très très à la mode, c'est tout un tas de comportements que dans certaines pratiques, on sait évaluer finement depuis près de 50 ans. Là où ça ne marche pas, c'est à l'échelle. Je m'autorise que les psychologues et ainsi de suite, pendant 20 ans, ça a été contesté parce que les salariés disaient on essaie de me manipuler et on essaie de me faire rentrer dans une boîte. Moi, j'avais le sentiment que les soft skills, c'était quelque chose qui permettait d'éveiller, de faire émerger les compétences. Ça dépend ce qu'on va chercher. Est-ce qu'on va chercher des compétences, c'est-à-dire est-ce qu'on va aller chercher des capacités à
à réfléchir et interagir dans un contexte, ou est-ce qu'on va aller chercher qui vous êtes, votre personnalité? C'est ça, et qu'on vous met dans un moule. Voilà. Introverti, ces fameux ingrédients. Les ingrédients pris séparément, c'est assez dangereux parce que c'est assez statique. Donc ce qui compte, c'est comment on les combine. Et le recrutement devrait servir à ça. Mettre en situation, créer des mises en situation où on combine tous ces ingrédients. Comment vous faites chez Enego? Comment ça se passe? Quelle est votre réflexion sur ce sujet? Alors, ma réflexion vient de mon expérience, c'est-à-dire qu'en fait, en tant qu'athlète de... Moi, j'ai été recrutée beaucoup. Parce que j'étais ancienne athlète de haut niveau. À l'époque, je n'avais que ça sur mon... Et pourquoi, d'ailleurs, on vous recrutait beaucoup? Pour quelle qualité? Parce que c'est toujours intéressant quand... Alors, la persévérance des athlètes de haut niveau. Bah oui. J'ai beaucoup été recrutée grâce au sport. Parce que quand vous regardez le taekwondo, en tout cas à l'époque, on passait souvent au zapping parce qu'il y avait des gestes choses un peu extraordinaires, incroyables. et certains chaos. Donc du coup, quand on sait qu'on a évolué dans cet environnement-là, où on passe son temps à réadapter sa stratégie chaque seconde, chaque seconde du combat, pendant 3 minutes, 3 fois 3 minutes, vous êtes tout le temps en train de réadapter votre stratégie, de lire ce que va faire l'adversaire, de prendre conscience de ce qui se passe entre ce que dit le coach, même si vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Quand il dit quelque chose, vous voyez dans le non-verbal de l'adversaire qu'il va se passer quelque chose. Donc, on passe son temps à travailler. Plus dur qu'un chef d'entreprise, parce que c'est les arguments du chef d'entreprise, mais là, c'est en un temps extrêmement court. Le cerveau va très, très vite. Et une seconde peut tout changer. C'est pour ça qu'on se dit... et puis, lu entre les lignes sur... Et puis, il y a l'abnégation. Enfin, je m'autorise, parce qu'arriver au niveau où vous êtes arrivé en sport, ça veut dire que vous avez été capable d'ingurgiter du travail incroyable. C'est ça aussi que ça raconte. Et alors, il y a deux choses, et c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'a rien sans rien, donc on travaille pendant des années, des heures par semaine pour un objectif à 2 ans ou à 4 ans. Ouais, pour 3 minutes 30. Voilà, et parfois ça se termine à 8h du matin alors que vous êtes préparé pendant 4 ans. Ça arrive, ça apprend l'humilité. L'échec, ouais. Voilà, et enfin on rebondit. Mais par contre, le problème des entreprises, c'est que parfois quand elles sélectionnent des athlètes de haut niveau, elles ont l'impression qu'ils vont être spontanément aussi motivés pour vendre les produits et les services de l'entreprise qu'il l'était. Il y a un malentendu, ouais. Et c'est là que vient le malentendu. Arnaud, attendez, allez-y, parce que vous vouliez vous exprimer. C'est très intéressant. Nous, on a fait un cocktail. Notre pool de formateurs, il y a des sportifs de haut niveau. Karim Lagouac, doublement médaillé olympique. Jean-Luc Force, son coach, qui est aussi médaillé olympique. On a recruté aussi des psychologues, RH anciennes, RH dans des grands groupes internationaux, et des managers d'entreprise. Et c'est ce cocktail-là qui est capable de révéler ces soft skills. C'est là où les sportifs ont un rôle incroyable dans l'avenir. Ils ont des capacités qu'ils ont développées, qui doivent mettre au service de l'entreprise pour motiver, créer, innover au sein des équipes. Et je pense que le sport aujourd'hui est au tout début de sa croissance. Les sportifs qui sont en reconversion ou qui sont en formation ont une capacité à nous apprendre, à faire travailler les gens, à leur faire prendre conscience des bons gestes ou des gestes non adaptés en entreprise. Il faut se servir d'eux, c'est vraiment intéressant. La suite, parce que vous dites sur le plan, j'irais très macro, ça ne fonctionne pas encore, mais il y a quand même des réflexions, puisqu'on les a ensemble, et j'irais tous les acteurs pris individuellement, ils réfléchissent, accompagnent des étudiants. Qu'est-ce qu'on doit transformer pour vraiment avancer sur ces soft skills, sur l'idée, je leur dis, il y a les sportifs de haut niveau, il y a aussi les militaires de carrière, ceux qui sont passés par les forces spéciales, qui sont très 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 recherchés, tous ces profils, et puis aussi toute cette jeunesse, excusez-moi, issue de la diversité, avec plein de talent, plein d'énergie, plein d'envie, et qui disent moi j'arrive pas, quoi. J'arrive pas à rencontrer l'entreprise, et pourtant j'ai envie d'y aller. Comment on fait là? Et ils ont des soft skills intéressants. Déjà, il faut penser le cadre. Ce que tu disais, par exemple, on met un sportif de haut niveau dans une boîte et on s'étonne que ça marche pas comme ça. C'est-à-dire on n'est jamais compétent dans l'absolu. Et ça, c'est important. C'est un point important. C'est la compétence. Il y a dans un contexte. Mais en fait, il y a le fait de savoir agir. Il y a le fait de vouloir agir. C'est si je sais faire quelque chose que j'ai pas envie de faire, que je ne le fais pas, je ne suis pas compétent. Alors que dans la pensée française, c'est on sait faire ou on sait pas faire. Et c'est assez binaire. Et le dernier, c'est le pouvoir agir. Est-ce que l'environnement que j'ai me permet d'exprimer mes capacités? Si c'est pas le cas, je peux pas être compétent. Et donc oui, c'est-à-dire qu'on doit préparer les gens à tout ça. Mais si on fait venir, par exemple, des jeunes issus de la diversité dans un milieu où les codes sont complètement différents, c'est ma question. C'est aussi compliqué. C'est-à-dire qu'il faut créer l'environnement pour réussir. Et donc là, c'est excusez-moi, les mettre en confiance pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Exactement. On est d'accord. C'est-à-dire que le cadre des personnes autour, le cadre de travail, les regards doit être ce qu'on appelle capacitant. Arnaud, le regard des autres sur ceux qui sont sur le manège et qui vont exercer ou tenter d'approcher ce cheval, puisqu'il y a quand même des exercices très précis.
le regard joue un rôle important, c'est-à-dire qu'ils sont regardés par leur équipe, il y a à la fois une gêne, il ne faut pas se rater, c'est terrible. On met des règles, c'est d'abord le non-jugement et la bienveillance. Évidemment. Personne n'est à l'abri, que ce soit le DG de la boîte ou son collaborateur, d'avoir des émotions fortes qui remontent et qui le mettent de situations... Parfois, il y a des larmes, il y a des moments... Il y a des moments forts qu'on sait récupérer, c'est pour ça qu'on travaille avec les psychologues. Mais aujourd'hui, je pense que les sportifs ont en eux une richesse de savoir-être et de savoir-faire que les entreprises aimeraient bien récupérer. Et c'est ce lien qui est compliqué à faire. Comment amener ces sportifs à être des formateurs de ces émotions, de ces attitudes? Je crois que le ministère des Sports travaille là-dessus et qu'il y a un grand projet à ce niveau-là. Oui, parce qu'il y a un intérêt aussi de la reconversion de nos sportifs dans des sports qui ne sont pas ni le football ni le tennis, qui sont des sports où on ne gagne pas beaucoup, mais dans lesquels il a fallu faire d'énormes efforts pour gagner la médaille, ce qui est votre histoire. Oui. On appelle ça les med skills, les mat skills. C'est quoi? C'est ça, vous incarnez les mat skills finalement. J'ai apprécié d'avoir été invité pour le côté MAD. MAD. Écoutez, c'est un sport de folie que vous faites aussi, franchement. Mais alors on ne se rend pas compte. Bah ouais. On s'en rend compte dans le regard des gens. Mais évidemment. On s'en rend compte dans les gens qui ne... Alors, les personnes qui ébouriffant, ce sport. Acceptent de tester le taekwondo. Les personnes qui m'ont vu en compétition n'ont jamais voulu ensuite venir à un cours. Parce qu'effectivement, c'est un peu impressionnant. Bah oui. Mais on n'y pense pas. On est paramétré justement pour aller chercher, être dans un cadre bien précis et aller chercher le résultat sans penser au chaos, sinon on n'y va pas. De toute façon, quand on va sur l'aire de combat en ayant peur de perdre, en général, on perd. Et je voulais rebondir. Ça, c'est une leçon de vie d'ailleurs que vous transmettez, j'imagine, à tous ceux que vous accompagnez. Oui. Parce que si tu as déjà peur de l'échec avant même de commencer l'entretien, tu as perdu, quoi. Mais on le sent même dans le verbatim, en fait. Ouais. Il y a des gens, et c'est aussi la motivation, même la motivation, que ce soit pour les sportifs ou autres, il y a des personnes qui sont vraiment animées par le fait d'aller chercher une médaille, d'aller gagner un titre, et d'autres qui sont animées par les retombées que ça va donner. Et donc, du coup, quand c'est un regard externe qui valide votre engagement, on voit comme ça des athlètes qui arrêtent du jour au lendemain. Exact. En fait, voilà, ça y est, c'est fait. Mais il suffit que l'autre retire la prise ou se décale un peu et la personne, en fait, n'a plus d'énergie. Même le regard, quand on parlait du regard, de rebondir, vous avez des athlètes extraordinaires à l'entraînement. Vous vous dites, mais là, c'est tout cassé. Champion olympique, il y a de la place pour personne, quel que soit le sport. Et en compétition, pas du tout. Parce que du coup, il y a trop de paramètres, il y a prise de, il y a trop de conscience. Il y a la pression, la conscience du regard, les gens, c'est là où vous êtes fort. Ouais. C'est là où vous savez, vous, sportif, vous avez appris à gérer ça. Vous savez gérer votre stress. Mais on l'apprend par la force des choses. Et certains athlètes ont du mal. Certains athlètes n'ont pas réussi à éclore correctement. Il faut être coaché. Parce que c'est pas encore aux États-Unis, c'est plus dans les mœurs de se faire. Je suis assez d'accord. Voilà. Juste un mot, Jérémy, parce qu'on était venu parler du métaverse, vous étiez venu la fois dernière, on se projetait comme ça sur une espèce d'univers de formation dans une expérience en 3D. J'ai le sentiment quand même que notre modèle éducatif, c'est pas encore une fois pour le pointer du doigt, mais on le pointe souvent du doigt sur ce plateau, ne suscite pas l'émergence des soft skills dès l'école. L'école, c'est on répond lorsque le professeur vous interroge, point. Mais jamais l'élève de primaire, collège, lycée se retrouve en situation de soft skill. Est-ce que ça aussi, il faut travailler sur cette révolution bien avant de récupérer les cadres devant le cheval? En parlant de cadre, je pense que là où l'école a un rôle, c'est travailler sur ces fameux ingrédients. Par exemple, les émotions. Ça veut dire quoi, en fait, ressentir ses émotions, exprimer ses émotions? C'est des choses, dans le modèle anglo-saxon, c'est beaucoup plus travaillé à l'école. Exactement. Après, il y a toute une partie qui est souvent très floue. En fait, en France, on a du mal avec ça, ce qu'on appelle la connation. Et ça va être en gros nos traits de personnalité, nos moteurs de motivation, nos valeurs. On apprend des trucs dans l'émission. C'est tout ce qui va concerner, en fait, un peu qui on est, les lunettes avec lesquelles on voit le monde et nos tendances à nous. Mais ça, il faut l'évaluer, Jérémy, c'est pas si facile. Enfin, l'évaluer, c'est une chose. Savoir, mais on peut déjà nous apprendre à l'exprimer, l'identifier et le gérer. Parce que parfois, en fait, on va avoir tendance à plutôt se renfermer sur nous-mêmes face à une situation ou à aller vers les autres. Et ça, en fait, il faut apprendre à le gérer, à le pondérer. Et en fait, avant d'apprendre des compétences, il faut déjà se comprendre soi-même, se connaître, puis ensuite comprendre les leviers qui nous permettent. Et chacun a des leviers différents. Et ça, c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas une méthode pour tout le monde. C'est la base, c'est quand même se connecter à ses émotions. Et c'est pour ça que moi, je trouve que l'équicoaching, c'est typique. Là, c'est de l'émotion parfois brute. Qui déboule comme ça. On forme 600 personnes par an, grosso modo. On a 600 personnes qui reviennent. Et dans ces 600, il y en a 50% qui reviennent dans les 2 ans.
Donc, en fait, ils ont créé en eux, ils ont découvert en eux ces ressources, qui veulent travailler, qui veulent améliorer. Et je pense qu'il y a une demande aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Mais le marché est naissant. Faut-il encore avoir des formateurs de très haut niveau, de bon niveau, pour pouvoir professer d'une façon correcte et juste, et pas faire une activité de soft skills. C'est une formation, c'est quelque chose de très professionnel. Il faut être cadré. Mais vu les ministères que j'ai pu rencontrer, entre autres le ministère des Sports, je crois qu'il y a cette volonté d'aller plus loin aujourd'hui. C'est évident. Pour vous, la suite, là, parce que vous êtes aussi chef d'entreprise, en quoi tout ce que vous nous avez raconté tout à l'heure avec beaucoup d'énergie et d'émotion, parce que vous étiez en train de revivre tout ça, c'était intéressant, en quoi ça vous sert aujourd'hui comme chef d'entreprise ? Ça me sert parce qu'en fait, tous les sportifs partent d'une passion, et c'est parce qu'ils ont énormément travaillé cette passion que finalement ils se retrouvent à faire des compétitions et à exceller dans une matière. Donc ça me permet de témoigner sur le fait que là on parle de taekwondo, mais j'ai fait énormément de travail annexe. On travaille son élasticité, on travaille sa condition physique avec les rugbymen, donc on est toujours derrière. On travaille plein d'éléments autour pour arriver à un résultat. Donc du coup c'est facile de passer ce message comme un entrepreneur équipes, en fait, de dire exactement, de passer l'entrepreneur encore il a ce mindset, mais au niveau des équipes d'expliquer que on vous demande ou on vous préconise de travailler tel point pour arriver à cet objectif. Tout est lié. Donc on en revient toujours à l'idée que nos métiers, quand on enferme quelqu'un dans un métier, on l'enferme. Et il faut le libérer sur ses compétences. Pas si simple. Avec Laurence Fléchy, notre psychologue, et Karim et Jean-Luc, on a créé une formation préparation mentale. On a dupliqué la préparation mentale des sportifs de haut niveau pour les salariés d'entreprise. Et c'est tout juste incroyable. On a accès, en fait, on donne accès aux salariés, au ressort et à votre énergie et votre façon de faire pour gagner des médailles du plus haut niveau. Mais quand on regarde le contenu des formations, ce sont des choses qui nous paraissent évidentes, mais qu'on a apprises sur le terrain. Et en fait, c'est le regard des autres, des externes, des professionnels, qui nous dit « Non, mais tout le monde ne fonctionne pas comme ça ». Ta manière de fonctionner de manière automatique, pour toi c'est évident, non, ça ne l'est pas. Donc c'est quelque chose qui peut être enseigné ou transmis. Mot de la fin, Jérémy, pour se projeter un tout petit peu, pour les recruteurs qui nous regardent et qui honnêtement se creusent un peu la tête, qui aimeraient aller chercher, ne trouvent pas les salariés qui vont bien, ne trouvent pas la compétence qui va bien, qu'est-ce que vous leur dites ? En fait, ce qu'on voit, c'est quand même que c'est difficile de poser un cadre sur ce sujet des soft skills, et on a parfois des entreprises qui proposent des prestations de grande qualité, mais à l'échelle du marché, c'est dur de savoir ce qui est de qualité, ce qui ne l'est pas, donc la base, c'est quand même créer un cadre. Ça veut dire quoi, soft skills ? C'est quoi les soft skills ? De quoi elles sont composées ? Et là, avec l'AFNOR, en fait, je terminerai là-dessus, on est en train de créer une norme, la première norme française qui permet de définir le sujet des soft skills, approprier un terme français et définir derrière ce que ça signifie. Et donc, le World Economic, l'année prochaine. L'AFNOR et le World Economic Forum qui a commencé à définir très clairement les 10 critères des soft skills. Vous avez raison, il faut d'abord donner un cadre. C'était d'ailleurs ma première question du débat. Donnons un cadre à cette expression. Merci à vous. Les défis de soft skills, des soft skills, comment les développer au 21e siècle ? Je suis resté au 20e, vous avez vu, je commençais à être vieux. Duno, Jérémy Lamry, Michel Barabel, Todd Lubar et Olivier Meyer. Je n'oublie pas le livre d'Arnaud Camus sur l'équi-coaching, Actes Sud, lisez ce livre, c'est la 4e réédition, je crois. C'est dire que ce livre a passionné. Et puis Eugénie Morinson, ancienne athlète de haut niveau, et à la tête de Enego. Je vous vois sourire. Enego Stratégie. Oui. Merci à vous trois de nous avoir éclairés. C'est un sujet dont on va parler le plus régulièrement possible parce que je crois que c'est l'avenir finalement du recrutement. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. On va revenir sur les difficultés de recrutement et sur parfois les trous dans les agendas des grandes organisations. Comment faire ? Mais une entreprise a trouvé la solution. Fenêtre sur l'emploi. Comment gérer l'absentéisme ? Ça, c'est un casse-tête pour les entreprises, pour les administrations, et surtout comment faire pour les remplacer rapidement. C'est tout l'enjeu de Anjaro, la société fondée par Quentin Guilhuy, et non pas Quilhuy, Quentin Guilhuy. Vous avez d'ailleurs un homonyme, qui est le haut commissaire à l'emploi, vous le savez ? Exactement, oui, je le sais. Concrètement, c'est quoi le concept et comment vous mettez en place un dispositif qui fasse que, alors je pense aux profs, je pense à toutes les administrations où les parents gueulent, le prof d'anglais n'est pas venu, il n'a pas été remplacé. C'est ça que vous essayez finalement de résoudre.
Oui, on fait ça, c'est ça, dans des grandes organisations de plus de 200 personnes, publiques comme privées. En fait, on installe une solution technologique qui va centraliser l'ensemble des demandes de staff dans l'urgence, donc souvent pour des problématiques de remplacement. Très vite, quoi. Exactement, vraiment dans l'heure, dans les 2 heures, allez, maximum dans les 48 heures finalement. Et on va les allouer vers les ressources disponibles, donc les personnes disponibles et volontaires pour faire des remplacements au sein de cette organisation. Donc c'est en fait, excusez-moi, pour synthétiser, c'est 2 gros fichiers. Il y a un fichier où il y a des trous. Et puis il y a un fichier où il y a des noms. Alors oui, dans la technologie, on appelle ça une place de marché. Et finalement, ce qu'on fait, c'est ça. C'est qu'en fait, on fait rencontrer l'offre et la demande en temps réel. Et notre facteur différenciant, c'est qu'on va le faire à l'intérieur d'une organisation, avec les ressources d'une organisation. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un modèle transactionnel. On ne propose pas des gens, mais on aide à optimiser l'écosystème d'emploi déjà existant d'une grande organisation. Prenons un exemple. Je pense à une académie qui a besoin de 300 professeurs qui tout d'un coup ont été décimés par le Covid. Vous avez en face quoi, les hommes, les femmes, les hommes. Comment vous faites là? Voilà, là typiquement, donc ça c'est un pilote qu'on a fait dans l'éducation nationale qui a cartonné. L'éducation nationale, elle a dans l'élémentaire ce qu'on appelle des brigades. Ce sont des professeurs remplaçants. Donc le boulot, c'est de faire des remplacements. Ils attendent qu'on les appelle. Voilà. Donc ça va être l'offre d'une certaine manière. Et puis la demande, ça va être les directeurs et directrices d'école qui ont un absent. Et en fait, il y a un endroit où cette offre et cette demande se rencontrent, c'est au niveau des circonscriptions. C'est souvent une secrétaire de circonscription qui va allouer la bonne personne à la bonne école. Et évidemment, quand c'est manuel, ça prend du temps. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider cette secrétaire de circonscription, qui reste la personne décisionnaire, attention, à... Oui, il n'y a pas de contournement de l'administration ou de l'entreprise. Pas du tout, parce que l'humain est beaucoup plus puissant que la technologie pour prendre ce genre de décision. Mais vous accélérez en tout cas. On accélère, on donne des informations qui vont permettre de prendre plus rapidement la bonne décision. Ça, c'est les administrations, et c'est pour ça que j'évoquais l'éducation nationale. Je sais qu'il y a un focus et que vous avez vraiment réussi votre coup. Mais pour une entreprise privée, comment on fait? C'est-à-dire que là, il y a 10 peintres en bâtiment, je dis n'importe quoi, 5 plâtriers. Là, c'est quoi? Vous vous situez un peu comme une boîte de recrutement ou d'intérim? Comment vous faites là? Toujours pas. En fait, dans des grandes organisations, on va avoir déjà un écosystème d'emploi. Et l'écosystème d'emploi, il est beaucoup plus large que simplement de l'intérim ou simplement des CDD. En fait, pour remplacer, vous allez avoir les personnes en RTT qui veulent travailler plus. Vous allez avoir les temps partiels subis. Dieu sait qu'il y a beaucoup de temps partiels subis. 33% en France, un tiers des temps partiels. Donc la femme va allonger son contrat. Oui, parce qu'en plus, c'est souvent des femmes, exactement. Donc pour tendre vers un 35 heures, on va avoir le vivier de vacataires. Souvent, tel manager a son petit réseau de peintres, l'autre a son petit réseau. Là, on va permettre de mutualiser, ce qui fait que ces personnes, plutôt que de faire 7 heures par-ci, 7 heures par-là, on va leur proposer des CDD beaucoup plus longs, donc moins précarisants, etc., etc. Donc nous, en fait, on consolide l'ensemble de cette offre qui est si variée et souvent beaucoup plus riche que ce que l'entreprise imagine. Et puis, on va fluidifier le processus de remplacement. C'est quand même un phénomène incroyable parce qu'il y a un coût économique à tout ça. Et c'est finalement ça aussi que vous tentez de résoudre et que vous résolvez d'ailleurs. C'est que les entreprises vous disent, nous on galère, on ne peut plus produire, on n'a pas la main-d'œuvre qui va bien. Et finalement, en mettant les salariés au bon endroit, vous résolvez le débat, quoi. Ce que je dis souvent aux DRH, alors c'est un peu provocateur, mais qui sont souvent moins en pénurie que ce qu'ils pensent, mais beaucoup plus désorganisés qu'ils ne le pensent également. Et en fait, ce qu'on voit dans des grandes organisations, encore une fois, plus de 200 personnes, c'est qu'il y a une somme d'actes manqués qui fait qu'il y a du personnel de disponible, de volontaires, mais qu'il n'est pas sollicité, que pendant ce temps, on galère dans les opérations. Vous êtes un entrepreneur, 70 collaborateurs chez Anjaro, c'est une entreprise qui grandit et qui grossit, très disruptif à votre manière, parce que les DRH doivent faire un peu la tête quand vous leur dites ça. Ça les secoue un peu, quoi. Je pense qu'au fond, alors de moins en moins, et notamment parce que je pense qu'au fond, ils en ont conscience, mais qu'il y a une différence entre en avoir conscience et être capable de décomposer le problème comme les équipes d'Anjaro sont capables de décomposer le problème. Merci de nous avoir rendu visite, Quentin Guilhuy, cofondateur d'Anjaro. Vous résolvez un certain nombre de difficultés que traversent, je le dis, des administrations, mais aussi des entreprises privées qui sont en galère, parfois avec de l'absentéisme, évidemment, qui pose des difficultés pour la prod. Merci d'être venu sur le plateau de Smart Job. L'émission est terminée. Je vous retrouve demain, évidemment. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Ulysse pour la réalisation. Merci à Alexis pour le son. Merci à Nicolas Juchat qui me parlait dans l'oreille. Et merci à Lily pour l'accueil invité. Merci à vous pour votre fidélité, bien entendu. Portez-vous bien et puis restez fidèles, évidemment, à tous les programmes de Bismart. À demain. Bye bye.